Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 6 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, nous allons vous parler des caractéristiques remarquables de la liste des individus. Vous connaissez déjà deux moyens pour rejoindre les individus d'un fichier. On peut en effet utiliser le système des flèches rouges et bleues que vous connaissez déjà en haut de la page. En cliquant sur la flèche rouge, on fait descendre d'une génération tous les individus que vous voyez dans la page. Et en cliquant sur la flèche bleue, on les fait tous remonter d'une génération. Ainsi, on peut rejoindre tous les ancêtres, même les plus éloignés. On peut également rejoindre les enfants de Monsieur et de Madame Denis Breton, que vous voyez à l'écran, en cliquant sur le bouton Enfants de l'Union active. Voici donc les enfants de ce couple. Et comme vous les connaissez déjà, je reviens immédiatement à l'interface principale en cliquant sur ce bouton. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le troisième moyen pour rejoindre tous les individus d'un fichier. Et c'est peut-être le plus important. À cet effet, je clique sur le bouton rouge « Liste des individus » qui se trouve à gauche de l'entête permanent. Nous apercevons donc maintenant la liste des individus par ordre alphabétique. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car tous les éditeurs de logiciels de généalogie doivent au moins fournir une liste des individus par ordre alphabétique. C'est ce qu'on appelle un strict minimum. Mais qu'arrive-t-il lorsque plusieurs individus ont le même prénom à l'intérieur d'une même famille? Cela arrive fréquemment, répartis sur quelques générations. Par exemple, si le nom de Pierre Lalonde existe 10 fois de suite dans cette liste, lequel allez-vous choisir pour aller vérifier sa fiche? Vous cliquez sur l'un, mais ce n'est pas le bon. Vous cliquez sur un autre, mais ce n'est pas encore le bon. Quelle perte de temps, n'est-ce pas? Eh bien, Geniator a réglé ce problème de la façon suivante. Sur la ligne de Pierre Breton, qui est ici en surbrillance, vous voyez que sur la même ligne, on a inscrit sa date de naissance, le nom de son père, le nom de sa mère, sa date de mariage et le nom de son épouse. Avec de tels détails, on ne peut pas se tromper, c'est bien le bon Pierre Breton, n'êtes-vous pas d'accord? Alors, double-cliquons sur cette ligne pour transférer Pierre Breton à l'interface principale. Vous voyez que c'est bien le bon Pierre Breton qui apparaît dans l'interface en compagnie de sa très belle épouse Michèle Poupard. Vous remarquez aussi qu'il a les mêmes parents que Denis Breton que vous avez vu précédemment dans l'interface. Effectivement, Denis est l'un des plus vieux de cette magnifique famille de 16 enfants, alors que Pierre en est le plus jeune. Nous pourrions examiner les détails de sa fiche immédiatement dans l'interface, mais revenons plutôt à la liste des individus, puisque c'est cette fonction que nous voulons étudier aujourd'hui. Vous remarquez que la ligne de Pierre Breton est toujours en surbrillance. C'est que le logiciel garde toujours en mémoire le dernier individu dont on a consulté la fiche. Vous verrez que c'est souvent très, très utile. Et quand Geniator peut vous faciliter la tâche, il n'hésite jamais à le faire, comme vous voyez. Maintenant, comment trouve-t-on l'individu qu'on recherche dans la liste des individus? Vous avez sans doute deviné qu'il faut inscrire son nom de famille dans la case sous la rubrique « Nom » et inscrire son prénom dans la case sous la rubrique « Prénom ». Mais attention, vous n'avez pas besoin d'inscrire le nom au complet dans une case de recherche. Les 2 ou 3 premières lettres du nom suffisent, même si le fichier contient des milliers de noms. Vous verrez que le résultat apparaîtra quand même très rapidement.
Il y a cependant deux façons d'inscrire ces lettres. Si vous êtes plus rapide au clavier, inscrivez ces quelques lettres directement dans les cases de recherche. Si vous êtes plus rapide avec le clic d'une souris, cliquez plutôt sur les lettres qui se trouvent dans le clavier virtuel en haut de la page. Nous allons d'ailleurs expérimenter les deux façons devant vos yeux. Disons que je recherche le nom suivant, Marcille Véronique. Au clavier normal, j'écris MA dans la case du nom. Et j'inscris la lettre V dans la case du prénom. Alors, j'obtiens immédiatement le nom de Véronique Marcille à l'écran. Au clavier virtuel, je clique sur la lettre M qui s'inscrit immédiatement dans la case du nom. Et je clique sur la lettre V qui s'inscrit immédiatement dans la case du prénom et déjà, j'ai obtenu le même résultat aussi rapidement sans avoir changé de case moi-même. Il est donc difficile de dire quelle est la méthode la plus efficace. Cela dépend des aptitudes de l'utilisateur et aussi de l'orthographe des noms à rechercher. Retenez cependant que le clavier virtuel inscrit la première lettre dans la case du nom, la deuxième dans la case du prénom, la troisième dans la case du nom et la quatrième dans la case du prénom, et ainsi de suite. Cette alternance n'est pas utilisée par le clavier normal qui, lui, inscrit toutes les lettres dans la même case jusqu'à ce qu'on change de case. Le clavier virtuel peut aussi effacer des lettres en reculant grâce à la touche del. Alors, si je clique sur del, ici, vous allez voir que les lettres vont s'effacer en reculant. Alors, à partir de la dernière lettre que j'ai inscrite. Voyez-vous? Et encore une fois, del, et voilà, M est disparu. Il y a aussi le bouton Alt que vous voyez ici. Il brise le rythme de l'alternance en sautant une case. Cela peut être utile parfois. Je profite de ce vidéo pour vous parler de ces deux fonctions ici, Alt et Del, car on n'en parle pas ailleurs dans la documentation. Et personnellement, j'utilise souvent Del pour effacer des lettres en reculant d'une case à l'autre. Maintenant, examinons de plus près la liste des individus. Le nom de Pierre Breton s'y trouve toujours en surbrillance, comme vous voyez, mais un autre nom attire notre attention, c'est celui de Pedro Breton qui se trouve sur la ligne au-dessus de celle de Pierre. Et Pedro a un père qui se nomme point d'interrogation Breton, ce qui veut dire qu'il n'est pas connu, et il n'a pas de mère. Pourtant, son épouse a un nom qui ressemble étrangement à celui du nom de l'épouse de Pierre. C'est quand même bizarre et cela mérite vérification. Alors, nous comprenons qu'il s'agit d'un doublon, c'est-à-dire que les deux enregistrements de Pedro et de Pierre correspondent à la même personne. Au fond, ce n'est pas tellement surprenant, car Pierre a toujours été connu sous le surnom de Pedro, car il a voyagé beaucoup dans le sud et il parle l'espagnol. Alors, quelqu'un l'aurait sans doute enregistré sous ce nom et ne connaissant pas ses parents, il aurait donné à son père le nom de Breton, ce qui n'est quand même pas une grande trouvaille, et un point d'interrogation comme prénom. On semble pourtant connaître le nom de son épouse, mais on ne l'a pas écrit correctement, ce qui explique peut-être pourquoi ce doublon est passé inaperçu jusqu'à maintenant. Mais tout cela n'est pas très grave, car nous allons justement en profiter pour vous montrer comment on corrige un doublon grâce au bouton numéro 1 de la liste des individus. Auparavant, toutefois, commençons par vous montrer comment on assigne les bons parents à quelqu'un qui, par erreur, n'a pas de parents ou a des parents erronés. À cet effet, je double-clique sur le nom
de Pedro cette fois-ci, pour le transférer à l'interface. Alors, vous voyez, c'est bien le nom de Pedro Breton qui apparaît dans l'interface avec son père qui s'appelle Breton, point d'interrogation, et il n'a pas de mère. Je peux donc retourner à la liste des individus. Et vous voyez que maintenant, c'est Pedro qui a sa ligne en surbrillance. Sachant maintenant que les vrais parents de Pedro sont ceux de Pierre, à savoir Séverin Breton et Denise Marcil, je vais rechercher ce couple dans la liste des individus. À cet effet, je clique sur B et sur S, B pour Breton et S pour Séverin, et je trouve immédiatement ce couple. Vous voyez ici Séverin Breton et son épouse Denise Marcil. C'est donc le bon couple, alors je clique sur la ligne pour la mettre en surbrillance. D'autre part, je sais que Pedro Breton est toujours dans l'interface et pour m'en assurer, je vérifie la case de couleur érable en haut de l'écran, celle-ci, qui indique le nom de l'individu principal actif de l'interface. Alors, vous voyez que c'est bien Pedro Breton. Je clique donc sur le bouton numéro 2 que vous voyez ici en haut de la liste des individus. Alors, je lis l'énoncé avec vous. Ce bouton vide les cadres des parents et les remplit avec les détails de l'individu sélectionné et de son conjoint, c'est-à-dire des nouveaux parents qui sont les bons. Alors, je clique sur ce bouton. Pour éviter toute erreur, un message me dit que Breton Pedro a déjà les parents suivants. Breton, point d'interrogation, et il n'y a pas de mère. Alors, on nous demande, voulez-vous les remplacer par les parents suivants? Breton, Séverin et Marcil Denise. Alors, je clique sur Yes ou Oui. Alors, vous voyez le résultat dans l'interface. Pedro Breton a maintenant les bons parents, comme vous voyez, à savoir Monsieur et Madame Séverin Breton, soit les mêmes que Pierre Breton. Je retourne maintenant dans la liste des individus et cette fois-ci, nous allons régler le problème du doublon avec Pedro et Pierre. Je commence par rechercher le nom de Pierre Breton en cliquant sur la lettre B et la lettre P, comme je le fais d'habitude, comme ceci. P et P pour Pierre. Alors j'ai Pierre ici, je le mets en surbrillance. D'autre part, je sais que Pedro Breton est toujours dans l'interface et pour m'en assurer, je vérifie la case de couleur érable en haut de l'écran qui indique le nom de l'individu principal actif de l'interface. Alors, c'est toujours Pedro Breton comme vous voyez. C'est toujours bon de s'en assurer. Je peux donc cliquer sur le bouton numéro 1 de la liste des individus et je lis avec vous l'énoncé du bouton. Alors, on nous dit que ce bouton fusionne l'enregistrement de l'individu principal actif, c'est-à-dire Pedro Breton, avec celui qui est ici en surbrillance, c'est-à-dire Pierre Breton. Alors, je clique sur ce bouton et voilà, on me dit encore une fois pour s'assurer que tout est bien compris, ceci fusionnera l'enregistrement de l'individu principal actif avec celui qui est ici en surbrillance. Voulez-vous continuer? Alors, je clique sur oui. Vous voyez que Généator ne fait pas les choses à moitié. Il affiche maintenant, côte à côte, les deux enregistrements pour vous permettre d'effectuer une dernière vérification. Vous voyez que les deux individus ont les mêmes parents, n'est-ce pas?
Seuls les prénoms diffèrent. Je clique donc sur Pierre, car c'est celui-là qui est le nom officiel que je veux conserver. Alors, vous voyez que la case devient érable comme toutes les autres cases, alors que l'autre reste en blanc, ce qui veut dire qu'elle sera rejetée. On compare maintenant les noms des conjointes. Nous voyons que les deux noms sont dans des cases de couleur érable, car ils pourraient correspondre à deux personnes différentes, sait-on jamais. Mais comme il s'agit de la même personne, l'un des deux noms doit être rejeté. Nous en profitons pour choisir celui qui est mal écrit afin de le rejeter. Alors, comment fait-on pour le choisir? C'est bien simple, on blanchit sa case. À cet effet, on n'a qu'à cliquer dans la case en blanc qui lui est opposée dans l'autre enregistrement, comme ceci. Voilà, le nom rejeté est maintenant dans une case en blanc. On peut maintenant procéder à la fusion. Les trois boutons oui, non et en attente apparaissent en bas de l'écran, offrant encore la possibilité d'un choix. On clique sur oui et la fusion est chose faite. Comme ceci. Alors, vous voyez que Pedro est disparu de la liste qui ne contient plus qu'un seul enregistrement, soit celui de Pierre Breton. En résumé, jusqu'ici, nous avons vu le bouton numéro 1 qui permet de fusionner un doublon, c'est-à-dire deux enregistrements qui concernent le même individu. Nous avons vu également le bouton numéro 2 qui assigne les bons parents à un individu. Et il ne nous reste plus qu'à jeter au moins un coup d'œil sur les autres boutons de la liste des individus. Il y en a 7 en tout et il est important que vous les connaissiez. Je commence donc par le bouton numéro 3 qui ajoute l'individu sélectionné, c'est-à-dire l'individu dont on a mis la ligne en surbrillance dans la liste. Et il l'ajoute en tant que conjoint et crée une nouvelle union qui sera l'union active. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que je vais en profiter pour vous faire une petite démonstration. Je vais choisir un individu qui a eu deux conjointes au cours de sa vie. Alors, allons-y rapidement, comme ceci. Alors, j'ai ici M. Armand Marcil qui a eu deux conjointes, comme vous voyez. Alors, je vais double-cliquer sur son nom pour le mettre dans l'interface principale. Nous le voyons ici en compagnie de sa première épouse, mais la deuxième, qui est plutôt une conjointe, elle se trouve dans le deuxième cadre en bas de la page. Pour l'expérience que je veux faire, je dois d'abord supprimer la deuxième épouse qui se trouve dans le deuxième cadre en bas de la page. Alors, à cet effet, je dois cliquer sur le bouton du signe moins que vous voyez pour supprimer l'union en question. Mais attention, si je clique sur ce bouton, c'est l'union active que je vais supprimer. L'union active, c'est celle qui est entourée d'un cordon. Alors, ce n'est pas celle-là que je veux supprimer, c'est la deuxième. Alors, je vais donc cliquer sur U2 pour placer le cordon autour de la deuxième union. C'est donc celle-ci qui devient l'union active. Alors, c'est celle-ci qui va être supprimée si je clique sur le signe moins. On nous le dit ici, ceci supprimera l'union sélectionnée. Alors, le fait d'avoir ce cordon sélectionne automatiquement l'union en question. Alors voilà, c'est déjà fait et je peux maintenant commencer véritablement l'expérience que je veux faire. Alors, si je veux ajouter une nouvelle conjointe à M. Armand Marcil, que devrais-je faire? Eh bien, je devrais, comme vous le savez sans doute,
depuis les autres vidéos que vous avez vues, je devrais cliquer sur le bouton du signe plus que vous voyez ici pour ajouter un nouveau cadre pour la nouvelle union, ce qui permettrait d'avoir une nouvelle fiche vacante ici, et je devrais remplir la fiche de la nouvelle conjointe. Mais voilà, ce qui se passe maintenant, c'est que la nouvelle conjointe existe déjà dans la liste des individus. Alors pourquoi devrais-je travailler pour rien, ni plus ni moins, et créer un nouveau cadre et remplir une nouvelle fiche? C'est inutile puisque la fiche est déjà remplie pour l'individu qui existe dans la liste des individus. Alors, je vais plutôt retourner dans cette liste et je vais chercher Madame Parent-Gamache. Je clique sur P ici et j'ai ici Madame Pauline Gamache. Je mets le nom en surbrillance et je clique sur le bouton numéro 3. Hein, et on me le dit clairement, voulez-vous créer une relation entre Armand Marcil et Pauline Parent-Gamache? Je clique sur oui, et voilà, c'est fait, c'est déjà complété. Et vous voyez que Madame Pauline Parent-Gamache est bien présente à gauche de la fiche de M. Armand Marcil, et nous avons déjà sa fiche qui est déjà remplie. Alors, nous n'avons pas besoin de la remplir de nouveau. Quant au bouton numéro 4 que vous voyez ici, c'est un peu le même principe, mais il s'agit cette fois-ci d'ajouter un enfant à l'individu principal actif. Et l'individu principal actif est encore M. Armand Marcil, puisque sa fiche est encore entourée du cordon. Et pour savoir s'il a des enfants, je clique sur le bouton enfant dans le cadre de sa première union et je vois qu'il n'en a pas. Alors, selon la procédure normale que vous connaissez déjà, si je veux ajouter un enfant, je dois cliquer sur le signe plus ici afin de créer un cadre d'enfant et d'ajouter tous les détails de la fiche de l'enfant. Cependant, dans ce cas-ci, je sais que l'enfant en question existe déjà dans la liste des individus. Alors, je vais plutôt aller le chercher à cet endroit en cliquant sur la liste des individus et je vais mettre sa ligne en surbrillance comme ceci et je vais cliquer sur le bouton numéro 4 et je vais aller vérifier si l'enfant a été ajouté. Oui, il a été ajouté, comme vous voyez. Non seulement le cadre a été ajouté, mais la fiche est déjà toute complète. Alors, je n'ai pas besoin de la refaire de nouveau. Alors, vous connaissez maintenant un deuxième moyen d'ajouter des enfants à une famille, en autant que les enfants existent déjà en tant qu'individus dans la liste générale des individus. Quant au bouton numéro 5, ici, il est un peu inutile puisqu'il ne sert qu'à transférer l'individu en surbrillance dans l'interface avec toute sa famille. Mais vous connaissez déjà un autre moyen encore plus rapide de faire exactement la même chose, c'est de double-cliquer sur n'importe quelle de ces lignes et à ce moment-là, l'individu en question, avec toute sa famille, sera transféré dans l'interface principale. Quant au bouton numéro 6, il supprime l'union en surbrillance, sauf s'il y a des enfants, mais les deux individus subsistent séparément. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, disons que je choisis une ligne avec un couple, comme ceci. Alors, l'individu principal se trouve au début de la ligne et la conjointe se trouve au bout de la ligne. Alors, le bouton numéro 6, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime l'union entre ces deux personnes-là. Mais les deux personnes continuent à exister comme personnes à l'intérieur de la liste des individus.
Cependant, si ce couple avait des enfants, eh bien, à ce moment-là, le, le bouton numéro 6 sera non fonctionnel, tout simplement, parce que c'est une des conditions il ne doit pas y avoir d'enfant pour que l'action puisse se réaliser. Quant au numéro 7, c'est une action encore plus radicale, puisque cette fois, l'individu va complètement être supprimé en tant que personne dans la liste des individus. Alors, il n'existera plus en quelque sorte. Cependant, s'il y avait des enfants, eh bien, et des unions, eh bien, les unions subsisteraient en tant que union monoparentale avec l'un des parents et puis les enfants en tant qu'individus. Alors, je crois que vous avez une très bonne idée maintenant des 7 boutons de la liste des individus. Ce sont des boutons qui produisent des actions très importantes dans la structure générale du logiciel. Nous vous conseillons donc de les bien connaître car vous aurez souvent à vous en servir. Maintenant, vous voyez que la liste des individus est présentée par ordre alphabétique selon les noms de famille. Mais ceci est tout à fait normal. C'est pourquoi l'option du tri par nom de famille est cochée ici par défaut. Mais il est important que vous sachiez qu'on peut faire un tri de cette liste par autre chose que les noms de famille. On peut le faire par les prénoms en cliquant sur cette case, en cochant cette case, comme ceci, et vous voyez que les prénoms sont tous maintenant par ordre alphabétique. On peut faire également un tri chronologique, cette fois-ci, par ordre de date de naissance, en cochant cette case. Ensuite, on peut faire un tri par l'ordre des noms de famille des pères. Alors, en cochant cette case ici, alors vous voyez que tous les noms de famille des pères sont par ordre alphabétique. Donc, dans la colonne des individus principaux, on aura plutôt des frères et des sœurs à ce moment-là. Et je pourrais dire que c'est la même chose aussi si l'on clique sur l'option du tri par les noms de famille des mères. On aura également des frères et des sœurs ici. Alors, vous voyez que toutes les mères sont par ordre alphabétique selon leur nom de famille. On peut obtenir un tri par l'ordre chronologique des dates de décès en cliquant sur ce bouton ici. Et vous voyez que toutes les dates sont par ordre de décès croissant. On peut faire la même chose avec un tri sur les dates d'union en cochant cette case ici. Alors, vous voyez que toutes les unions sont par ordre chronologique croissant. Enfin, on peut faire un tri selon les noms de famille des conjoints en cochant cette case. Alors, vous voyez que tous les conjoints sont placés par ordre alphabétique sur leur nom de famille. Enfin, dans cette liste, il y a aussi une colonne pour le sexe des individus et une colonne pour ce qu'on appelle le carnet, qui donne accès à des fonctionnalités qui ne seront disponibles que dans la version 2 du logiciel. Alors, je crois avoir couvert à peu près tous les points principaux concernant la liste des individus. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à consulter les autres vidéos de cette série
En faisant ces vidéos, nous avons essayé d'anticiper les questions qui viennent à l'esprit au fur et à mesure que certains éléments apparaissent à l'écran. Mais cela ne veut pas dire que d'autres questions ne sont pas pertinentes. Veuillez donc communiquer avec nous pour toute autre question susceptible d'améliorer votre compréhension du logiciel. Le prochain vidéo portera sur les arbres généalogiques qui, comme vous le savez, représentent toujours l'aspect le plus spectaculaire d'un logiciel de généalogie. Alors, ne le manquez surtout pas. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt.